suis le vice-amiral Jean Ozerman. Je suis le chef de la majeure Enjeux et stratégie maritime de l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est une majeure qui a pour spécificité d'accueillir des auditeurs ultramarins, donc des étudiants ultramarins qui sont en général des gens qui ont des responsabilités, chefs d'entreprise, élus, sénateurs, parlementaires, journalistes, enseignants, chercheurs. Voilà, et tous ensemble, on les forme aux enjeux de la défense nationale, de la résilience. Et on est très content d'avoir cet éclairage ultramarin qui est extrêmement riche. Est-ce que c'est un lien avec l'Institut de défense, l'école de défense, ou alors l'IFRI? Ouais. Non, ce n'est pas véritablement un think tank. Il y a bien sûr entendu des liens avec les think tanks qui sont liés à la défense. C'est un organisme de formation qui dépend du Premier ministre, qui part du principe, du constat que la défense d'un pays, la résilience d'un pays, ce n'est pas uniquement le fait des forces armées, mais c'est également de tous les aspects, qu'ils soient économiques, démographiques, énergétiques, législatifs, numériques. Voilà, tout ça, ça nécessite que plein d'acteurs qui ne se parlent pas habituellement puissent se rencontrer, voir leurs différences et voir la manière dont ils peuvent coopérer ensemble pour améliorer la résilience de notre pays. Ok. Je vais entamer un petit peu des sujets un peu plus concrètement. Moi je viens plutôt de Guyane. On a plusieurs problématiques en Guyane qui sont assez aiguës, plus fortes en général que dans les restes des Outre-mer. Et la question qui se pose, c'est l'État, ce que met en jeu l'État pour surveiller la zone économique exclusive, Guyane ou le territoire forestier. Est-ce que ces moyens de surveillance maritime, si on commence par le maritime, ils sont à la hauteur selon les critères face à l'immensité de la zone économique exclusive en fait, ouais. et au vu de la problématique qui est rencontrée? Alors les moyens, ils ont beaucoup progressé en nombre et puis en qualité. Il y a un certain nombre de bateaux qui sont utilisés par la Marine nationale en particulier, également par la gendarmerie maritime. Il y a également des avions de patrouille maritime de l'aéronautique navale, puis également plus récemment des drones qui sont mis en œuvre par la préfecture, de manière à surveiller effectivement les pêcheurs illégaux qui viennent de l'Est ou de l'Ouest. Comme c'est une pêche quand même qui est plutôt côtière, la distance est assez faible. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup de moyens pour voir ce qui s'y passe et puis pour intervenir vis-à-vis des pêcheurs. Oui, parce que ça, il y a effectivement un effort de diagnostic qui est important. Après, il y a la question de la prise en charge des navires eux-mêmes, qui est vraiment une question centrale, parce que ils sont pleins, ils sont mobiles, et donc le raisonnement est compliqué. Oui. Alors, ça donne lieu à des raisonnements qui sont parfois extrêmement musclés, qui nécessitent la mise en œuvre de techniques particulières. Il y a un vrai savoir-faire chez les marins de la Marine nationale, qui nécessite parfois de la mise en œuvre de gendarmes maritimes, ou même l'utilisation de commandos, donc de forces spéciales qui vont pouvoir arraisonner les bateaux qui sont en pêche illégale. Après, ce qui est important, et vous l'avez souligné, c'est le fait de pouvoir, par exemple, confisquer les coques des navires. On a également une embarcation qui est spécialement destinée à relever les filets, qui ensuite doivent être détruits. Donc voilà, il y a un enjeu un peu industriel de savoir de ce qu'on fait de ce qui est devenu des déchets. Mais avec ça, on touche au portefeuille véritablement l'action des pêcheurs illégaux. Malgré ça, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vraie baisse de ces intrusions. Est-ce qu'à terme, la stratégie va se poursuivre? Est-ce qu'il y a une montée en puissance qui est prévue en termes de moyens proposés pour vraiment aboutir à une forme d'éradication du problème? Ce qui est quand même l'objectif à terme. Oui.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, hein. Je vous ai parlé du drone qui était récemment acquis et mis en œuvre par la préfecture. Donc petit à petit, les choses montent en gamme. On aimerait bien entendu que ça aille plus vite. Ça sera quand même un combat qui sera long. Les pêcheurs qui interviennent dans nos eaux sont très motivés. Voilà, ils s'adaptent. Comme nous également, nous nous adaptons à leur mode d'action. Donc la bataille sera rude, mais les forces armées, les forces de police et de gendarmerie la mènent avec beaucoup de détermination. La même question se pose toujours en Guyane, à travers la forêt, à travers leur paillage, pour les populations qui s'assimilent à un vol de matières premières, un vol de biens, avec des conséquences sanitaires comme le mercure ou la déforestation. Est-ce que l'État est dans une logique de changer de stratégie par rapport à cette vieille opération qui est Harpie? Est-ce qu'on maintient cette pression à l'identique? Comment les pouvoirs publics envisagent la suite? Alors je ne peux pas forcément être le porte-parole de la stratégie des pouvoirs publics. Ce que je peux néanmoins vous dire, c'est que Harpie, c'est quand même une opération tout à fait originale, puisque c'est l'emploi des forces armées, donc en l'occurrence de l'armée de terre, qui vient intervenir sur un sujet qui est plutôt le domaine de la police ou de la gendarmerie, hein. Bien entendu, ce n'est pas du maintien de l'ordre, mais c'est quand même une opération qui est unique sur le territoire national, d'avoir des militaires qui, comme ça, dans une opération effectivement quasiment militaire, agissent. Voilà. Bien entendu, la forêt guyanaise est extrêmement grande, difficilement pénétrable. Pour ça, il faut avoir des moyens aériens. Les pirogues, vous le savez, je pense mieux que moi, sont des moyens également de pénétration. Donc l'adaptation, elle est permanente. L'adaptation, elle est liée, à mon sens, d'après ce que je crois savoir, au repérage des zones où l'orpaillage continue, de manière à repérer les sites qui sont actifs, ceux qui ne le sont plus, ceux qui ont été neutralisés, est-ce qu'ils reviennent en production? Et puis il y a également d'autres tactiques qui, par exemple, permettent de s'attaquer à la logistique des garimperos, de manière également à les gêner. Ce qu'on peut également faire, encore une fois, je parle sans en être véritablement habilité, mais on peut également essayer d'intercepter l'or qui sort du pays. C'est quand même des quantités qui sont plus difficilement détectables, mais qui est également un moyen de toucher les criminels au portefeuille. D'autant plus que le mousse d'or a atteint des sommets jamais atteints jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut considérer que tout cet orpaillage illégal et puis cette pêche illégale, ça va devenir une menace hybride, un peu qui mêle l'environnement, le crime organisé, et comment on envisage ça, cette menace qui devient hybride? Est-ce qu'on a conscience au sein de Major de cette dérive possible? Alors, tout est possible. Aujourd'hui, c'est plutôt une menace liée à la criminalité, qu'elle soit organisée, assez bien organisée du côté de l'orpaillage illégal, probablement de manière plus artisanale du côté de la pêche illégale. Donc, effectivement, il y a un pays qu'on pourrait imaginer qui se serve de ça pour déstabiliser la Guyane. Aujourd'hui, avec les connaissances qui sont les miennes, j'en ai pas du tout ni la preuve, ni même le bruit. L'action hybride, probablement auquel vous pensez, qui est plutôt le fait des États, se manifeste plutôt par des campagnes de presse, des fake news, du sabotage d'installations vitales, de la menace, voilà, ce genre de choses qui viennent plutôt d'un acteur étatique dont aujourd'hui on ne voit pas la manifestation en Guyane. Le ministère de la Défense a fait travailler des auteurs de science-fiction. Ils ont publié un livre qui s'appelle Red Team, et dans ces scénarios, il y avait l'attaque de Kourou par des pirates d'ici 20-30 ans.
Bon, est-ce que ces scénarios dans notre période géopolitique troublée, qui semblent se rapprocher potentiellement, est-ce qu'on s'y prépare au sein des armées? Comment ça se passe? Est-ce que l'évolution rapide de la géopolitique moderne, dans un univers ultramarin, on est la 4e surface au monde, voilà, c'est vraiment un point sensible quand même de la stratégie à venir. Est-ce que vous en parlez beaucoup? Est-ce que vous y réfléchissez? Oui, c'est une vraie préoccupation, hein, la protection du centre spatial guyanais, qui est perçu comme un élément extrêmement important pour l'autonomie stratégique et de la France et de l'Europe. Voilà, pour ça, les armées et l'État, d'une manière générale, a mis en œuvre quand même des moyens importants, c'est-à-dire plusieurs régiments d'infanterie qui sont bien aguerris au théâtre guyanais. Également les bâtiments de la Marine nationale qui assurent la surveillance côté mer, et puis une surveillance aérienne, soit à base d'hélicoptères, soit suivant les tirs à base d'avions de chasse qui viennent de l'Hexagone. Donc voilà, c'est tout un ensemble de moyens qui sont importants. Ça, c'est les moyens qui sont visibles. Ensuite, il y a toute la protection passive qui est liée à la taille du CSG, aux obstacles qui sont mis, à la surveillance qui est mise en place. Et puis, il y a une protection un peu plus au large, qui est plutôt à base de renseignements, où on va chercher à détecter un perturbateur quand il va commencer à avoir des actions de repérage sur ce qui pourrait être sa cible. Et quand il va développer son action, il peut laisser des indices qui nous donneraient l'alerte, qui nous permettraient de réagir. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas la connaissance de savoir si c'est des choses qui se sont... Il n'y a pas eu de précédent. Non. On voit que le Groenland, qui est un territoire outre-mer du Danemark, potentiellement menacé du fait de sa non-prolifération militaire, on va dire, on ne peut pas dire non plus on pourrait se poser la même question sur les territoires français d'outre-mer, où il n'y a pas non plus, à part en Guyane, il n'y a pas non plus une représentation militaire très importante. Est-ce qu'il faut imaginer à l'avenir, en Polynésie, en Calédonie, en Mayotte, qu'il y ait une augmentation des effectifs ou des moyens pour s'adapter à ça, à cette nouvelle pression des grands acteurs? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est pour répondre à une augmentation des grands acteurs. En tout cas, déjà depuis 2 ans, les forces armées ont entamé un renforcement des effectifs dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Je suis en train de réfléchir à savoir s'il y en a qui ont été oubliés, mais non, je ne crois pas. Et ça, dans tous les domaines. C'est le cas pour la Marine nationale qui a des bateaux nouveaux, des bateaux en plus grand nombre, alors, qui arrivent au rythme des programmes, mais à un rythme assez soutenu, avec des bateaux qui ont des capacités plus importantes, qui sont porte-drones, qui sont bien armés, qui peuvent avoir un effet dissuasif important. Il y a également des hélicoptères et des avions de la Marine nationale pour assurer la surveillance maritime ou l'intervention maritime qui sont plus importants. C'est le cas également pour l'armée de l'air qui renouvelle ses moyens, qui prépositionne un certain nombre de moyens. Puis c'est le cas de l'armée de terre qui va mettre dans la main de ses militaires outre-mer, encore une fois, davantage de moyens, des drones, parfois des véhicules blindés, qui vont permettre, encore une fois, de monter en gamme. À cela s'ajoute un certain nombre de démonstrations de force, qui sont par exemple des déploiements Pégase de l'armée de l'air, où l'armée de l'air va se projeter avec des avions de combat, des avions ravitailleurs, des avions radars, pour montrer la capacité de la France à réagir au cas où un de ces territoires, même très éloignés, serait menacé. C'est le cas également pour la Marine nationale, qui a déployé au sein de la mission Clémenceau l'année dernière le groupe aéronaval, c'est-à-dire le porte-avions, ses frégates, des sous-marins, des pétroliers ravitailleurs, pour montrer que la France elle a des capacités effectivement sur place dans les territoires ultramarins, mais également des capacités de réaction qui sont extrêmement puissantes. C'est vrai que on ne voit pas de base, par exemple,
de chasse permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rafale, par exemple en Guyane, il n'y a pas de rafale aux Antilles. C'est vrai qu'on peut se poser la question de cette concentration de l'Hexagone, alors qu'on a un territoire immense qui est censé être protégé, et il n'y a pas le choix qui a été fait d'implanter des vraies bases qui puissent servir de porte-avions, comme on entend souvent. Et, donc finalement, ce sont des territoires qui ne sont pas très bien équipés pour, si on compare à la politique de grands acteurs, comme ils se déploient. Ouais. Alors, il y a, pour répondre à votre question, il y a une politique qui commence à être mise en œuvre de renforcement des bases dans l'infrastructure, c'est-à-dire la capacité des ports, des bases aériennes à recevoir davantage de forces, que ce soit des bateaux, que ce soit des avions, que ce soit des troupes. Augmentation des capacités de dépôt de carburant, augmentation de capacités de munitions, y compris des munitions complexes comme des missiles. Voilà. Après, dans la stratégie de savoir si on concentre ou si on éparpille un peu nos voisins, nos moyens, pardon, la bonne stratégie, c'est effectivement de mettre un minimum un peu partout, mais de se conserver une capacité de réaction. Voilà, parce que si vous renforcez la Guyane, vous pouvez très bien être attaqué à La Réunion. Donc on privilégie la capacité de réaction qui doit s'appuyer sur une capacité de renseignement qui va nous donner les signaux d'alerte pour dire qu'une action est en train de se préparer. Par exemple, que ce soit dans le Pacifique, il n'y a pas de base d'avions. Alors si, il y a des avions qui sont aussi bien à l'aéroport de Fac, à Nouméa, où on a des avions de transport, des hélicoptères de combat et des avions de patrouille maritime pour Pas d'avions de chasse, mais pas forcément d'avions de chasse. Ça parce qu'on estime que la menace, aujourd'hui, bon, voilà, c'est plus de la démonstration d'autre chose. Oui. Et donc on privilégie plutôt des démonstrations bien musclées, réactives, qui montrent tout le savoir-faire technique, technologique de la France, l'entraînement des équipages, plutôt que de mettre en place voilà, des unités pour un long terme, ce qui serait pas justifié. Ouais. Si on était très riche, on le ferait. Si on était très riche, on le ferait.